Il me pose une question, je raconte un événement spécifique que j'ai traité à Kojima. Et là, il me regarde, il me dit, bon, maintenant, on va le faire en français, parce que je veux bien comprendre ce que tu as fait. Et là, je le regarde, je croyais que je rêvais. Ça a été un moment comme ça, inoubliable, où en fait, il s'avérait que Mickey, donc qui m'a donné cette chance à Converse, était français francophone, a vécu en France pendant des années, a travaillé chez Ron Poulenc. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Tania Amar, bonjour. Très contente de te recevoir. On se tutoie parce qu'on se connaît très bien, voilà, de longue date. Tu es aujourd'hui directrice générale de CXP Consulting. Tu fais du conseil marketing, vente pour des sociétés de high-tech. Voilà. Oui. Tu es ta propre patronne. Voilà. Après 20 ans, on va dire, au service des plus grosses entreprises de high-tech d'Israël. Très bon résumé. Alors, c'est un résumé, certes, mais ça n'a pas été évident. Tu es montée, on va dire, un peu, non pas sur un coup de tête, parce que ça a été quand même réfléchi, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi, finalement, alors que tout allait très bien pour toi en France, que tu avais une très belle situation, toi et ton mari, pourquoi vous êtes montée en Israël ? Ok, alors c'est vrai que ça a été rapide, et je pense que si on pense trop, on réfléchit trop, on ne vient pas. Et ça a été une décision à la fois de cœur, après un voyage. En fait, je suis venue Pessah l'année d'avant. J'ai adoré le pays. J'ai trouvé que c'était un pays jeune, dynamique. Et ça venait juste appuyer un bouton où moi, j'étais dans une grosse structure en France, à la Kojima, où tout me paraissait très lourd. Et là, j'ai vu la légèreté. Et je suis tombée amoureuse, en fait, en venant, quoi. On était dans la famille de mon mari sur un moshav. J'ai adoré aussi la vie un peu comme ça. Champêtre. Et j'étais venue avec mon fils qui était petit à l'époque aussi. Et je me disais, waouh, j'ai envie de vivre là, quoi, dans le Moyen-Orient. Je me sentais très, comme ça, connectée. Et puis, il y a eu quand même une réflexion aussi où je me suis dit, c'était très concret comme problème, mais vrai, quoi. N'étant pas religieux, et moi n'ayant pas du tout grandi dans une famille religieuse, je ne voyais pas très bien comment j'allais élever mes enfants en tant que juifs en France. C'est important pour toi de garder cette identité. Oui. Et tu ne savais pas comment faire. Et je ne savais pas comment faire. Et je me disais, si j'y arrive, ce sera un grand coup de bol, comme on dit. Parce que moi aussi, comme j'ai grandi comme ça, on n'était pas religieux, mais grâce à mes colonies de vacances et à être vraiment dans la communauté juive, je suis restée très attachée à mon identité. Mais tu étais en école laïque et tu ne te voyais pas mettre tes enfants à l'école juive. Moi, j'ai grandi dans une école de nurse, comment on appelle ça ? De sœurs, à Bagnolet. Donc vraiment, j'ai eu de la chance. Je dis, c'est plus de la chance qu'autre chose. Et je voulais pas prendre cette chance. C'était trop important. Ok, donc tu décides. Donc en 6 mois, on décide. J'étais enceinte de ma fille. Quand on a décidé, on s'est regardé, on a dit on le fait, oui, on le fait. Et là... Alors, pourtant, tu quittais quand même un poste important à la Kojima. Tu faisais quoi ? Donc moi, j'étais responsable du lobbying parlementaire de la Kojima. Et ensuite, j'ai été nommée chef de secteur. J'avais une équipe de 10 personnes pour tout ce qui est relations presse, relations publiques de la Kojima. Donc c'était à 27 ans, j'avais un très gros poste. J'étais un des plus jeunes chefs de secteur de la Kojima. En tant que femme aussi, dans l'industrie nucléaire, c'était... Pas évident. Pas évident et assez exceptionnel, quoi. Ouais. Donc malgré tout ça, tu t'es dit, tu prends ta chance et tu te dis, on s'en va, on y va, tous. Ouais. On va recréer une vie en Israël, plein d'espoir. Comment a été l'atterrissage ? Super, j'ai adoré la première période où les enfants étaient donc dans des GAN. C'était un peu bizarre les GAN par rapport à la crèche à la française, mais bon, on apprenait l'hébreu, on avait une petite maison, donc c'était sympa, Ranana, qui était très justement, sympa. Pourquoi Ranana ? Parce qu'à l'époque, c'était pas tellement encore très à la mode. Voilà, quand je dis Ranana aujourd'hui, tout le monde dit évidemment. Oui, mais sauf qu'il y a 23 ans, c'était pas du tout. Il y avait beaucoup d'anglo-saxons et surtout des gens d'Afrique du Sud, mais en fait, la ville était jumelée avec Boulogne, où on habitait. Et en fait, c'est comme ça qu'on a entendu parler. On trouvait que c'était bizarre, un nana. Aujourd'hui, ça paraît tellement évident, mais ouais. Et on a beaucoup aimé. On est venu quand même en voyage un peu préalable pour trouver une maison. Voilà. Et on a beaucoup aimé. Bon, alors, donc vous arrivez, vous vous installez, la première période se passe très bien, etc. Et puis, tu commences à chercher du travail. Voilà. Et puis, j'ai plusieurs mauvaises pioches, comme on dit.
par manque de connaissance du marché, tout bêtement, je me dis, ok, j'ai fait des relations presse, relations publiques, de la com, donc en France, la communication, ça avait un certain, en DIRCOM, et en Israël, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai atterri dans une agence de RP. Assez connue. Très connue même. On peut dire le nom. Irina Chalmor. Voilà. Et en fait, c'était une catastrophe. Ça s'est très mal passé. Pourquoi ? En fait, je me suis dit, bon, c'est les RP. Et en réalité, de faire des RP en tant que Française pour le marché, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il faut traduire un petit peu. Pour le marché local israélien, ça signifie que tout doit être en hébreu. Il faut connaître le marché, donc toutes ces choses que je n'avais pas du tout. Et donc, d'un côté, ça ne mettait pas du tout en avant mes savoir-faire. Et au contraire, ça me faisait passer pour vraiment une idiote. Imbécile. Et c'est ce qu'elle a cru d'ailleurs. Et voilà, j'ai décidé que j'avais rien à faire là. Mais j'étais perdue, en fait. J'étais perdue, je ne savais pas comment m'orienter. Vers qui te tourner et j'ai envoyé faire. Des centaines de CV un peu dans l'air comme ça, sans connaître personne. J'ai aucune famille en Israël, aucun réseau, rien du tout. D'ailleurs, c'est là aussi où je me suis rendu compte que le réseau... C'est tout, quoi. It's not what you know, it's how you know. J'utilise cette phrase tout le temps quand je travaille avec les Olim, par exemple, en mentoring. Développer le réseau, même quand on travaille, développer c'est important. De connaître des gens, quoi. De connaître, parce que les gens sont contents de vous aider, mais bon, il faut les connaître ou connaître quelqu'un qui connaît. Mais là, j'avais même pas un démarrage de rien du tout. Si vous faites une rencontre qui enfonce le clou et qui vous dit ta carrière, tu peux faire une croix dessus. Ça marchera pas ici. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai eu cette phrase qui m'a résonné. En effet, j'avais le peu de networking que j'avais. J'ai rencontré cette personne un soir. Je me rappelle, j'étais excitée de cette rencontre en me disant, il va m'aider. C'est quelqu'un qui était très haut placé, qui avait dit qu'il connaissait beaucoup de monde. Et j'étais sûre que j'allais sortir de là avec des intros et tout. Et en fait, il m'a dit, bon, super, t'as fait l'ALIA. Great, mais tu sais que tu peux faire une croix sur ta carrière. Tu as fait la pire bêtise. Comme ça, il m'a parlé, mais c'était horrible. Je crois que j'en ai pleuré même. Et je me rappelle vraiment, ça a résonné pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il a peut-être raison, finalement. Et là, j'ai dit non. Je vais compter. Et là, ça m'a donné, moi, je suis très... je vais montrer que combative. Et j'ai commencé à envoyer des CV dans tous les sens, un peu n'importe comment. À tout le monde, à ne pas faire, tout azimut. Un peu à la française, on envoie des CV avec une lettre d'accompagnement, tout ce qu'il ne faut pas faire ici, mais bon. On ne savait pas. D'accord. Et j'ai eu de la chance quand même. J'ai été reçue en premier entretien chez Converse à l'époque. Alors malheureusement, ça n'existe pas aujourd'hui, mais c'était un des fleurons de l'industrie high-tech. Parce que je me suis dit, finalement, le high-tech, c'est pas une mauvaise idée. Alors, ça paraît aussi rigolo aujourd'hui en rétrospective, parce qu'aujourd'hui, Startup Nation, tout le monde veut aller dans le high-tech. Moi, à l'époque, non, on ne savait pas ça. C'était les prémices, on va dire. Ouais, ça démarrait. Et donc là, j'ai lancé. Et aucun background dans le high-tech, en fait. Aucun background dans le high-tech. J'ai un peu fait croire que Kojima, c'est de la tech. Bon, il y a quand même, mais bon, bof. Et donc, j'ai eu cette chance, en fait. Voilà. Donc, c'est une rencontre. En fait. Donc, on va raconter, parce que c'est quand même rigolo pour ceux qui arrivent, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas vraiment encore comment ça se passe, ou qui prévoient peut-être de venir en Israël. Convocation, premier entretien d'embauche, 9h du soir. 9h du soir. J'étais pas tranquille. En plus, je me suis dit, comment je vais arriver le soir ? Enfin bref, il m'a expliqué en hébreu au téléphone, j'ai pas bien compris, je suis venue, je crois, au moins 1 heure avant, pour être sûre de ne pas rater le rendez-vous. Et puis j'arrive, donc nuit noire dehors, on est tout seul, il est dans son bureau avec les néons, et on commence l'entretien, et là, il me pose des questions en hébreu, j'essaye plus, ça faisait quoi, 1 an et demi, 2 ans que j'étais déjà en Israël, je parlais pas super bien. En tout cas, pas pour raconter ce que j'ai fait à Kojima, professionnellement, etc. Donc je butais sur les mots, enfin... Je sentais en moi, je me regardais comme ça, là, ça va pas le faire, qu'est-ce que je fous là ? Et puis je commence à lui raconter, il me pose une question, je raconte un événement spécifique que j'ai traité à Kojima. Et là, il me regarde, il me dit, bon, maintenant, on va le faire en français, parce que je veux bien comprendre ce que tu as fait. Et là, je le regarde, je croyais que je rêvais. Ça a été un moment comme ça, inoubliable, où en fait il s'avérait que Mickey, donc qui m'a donné cette chance à Converse, était français francophone, a vécu en France pendant des années, a travaillé chez Ron Poulenc, a étudié à l'INSEAD, connaissait absolument Kojima, le CEA, donc enfin quelqu'un
qui comprenaient ce que j'avais fait, avec qui je pouvais parler. C'est une chance extraordinaire. C'est le cadeau de l'ALIA, comme j'aime à le dire. J'en parle, ça me fait encore des frissons. C'était vraiment un moment comme ça. Et bon, évidemment, il t'a embauché. Ça a pris quand même 3 mois. Il y avait quand même beaucoup, un process très, très long, une journée entière d'examen, etc. Mais voilà, j'ai passé jusqu'au jour. Ouais. Jusqu'au jour où les choses se sont arrêtées. Alors, évidemment, ça a pris quand même du temps, parce que tu es resté en poste 5 ans, je crois. Oui, Convers 5 ans. Alors, est-ce que tu penses que tu aurais eu ce genre de carrière en France? Est-ce que tu penses que si tu étais resté en France, tu aurais une carrière? Alors, carrière, donc moi, j'ai fait après Convers. Tu as fait plein de choses. On va dire Nice, GVP, Clips Software, voilà. Magic Software. Voilà. Donc, j'ai fait vraiment une carrière 20 ans en corporate high-tech, dans des boîtes globales Nasdaq. Directeur marketing, tu as dirigé 50 personnes à un moment, tu as fait beaucoup de choses. Mon dernier poste, voilà, j'étais CMO de Click Software, qui a été vendu récemment à Salesforce pour près d'1,5 milliard de dollars. Donc, c'est sérieux, je gérais une très grosse équipe internationale là-bas. Mais après donc cette longue carrière en corporate, en fait, je sentais que mon cœur allait plutôt vers les startups. Donc là, c'était quand même... donc chez JVP, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des startups. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aider. J'ai vu trop de startups se planter parce qu'elles ne savaient pas raconter leur histoire. En fait. Alors, on va y revenir, mais juste pour ceux qui nous écoutent, savoir... Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même carrière en France? Peut-être une meilleure carrière ou pas? Alors en fait, j'ai toujours dit que j'aurais jamais eu une telle carrière en France. Parce qu'en fait, la grande différence, c'est la carrière internationale. Donc ça a été pour moi en Israël l'opportunité, parce qu'on n'a pas de marché ici, bien sûr. Ça a été de faire immédiatement une carrière internationale. Donc tu travailles en anglais? L'opportunité de travailler sur tous les marchés, l'Australie, les US... Paradoxalement, j'ai très peu travaillé avec la France, ce qui est vraiment marrant, parce que Israël va plutôt vers les US, l'Asie, moins l'Europe, en fait. Donc non, je dis qu'en rétrospective, je pense que j'aurais pas eu une carrière équivalente. Donc la carrière, parfois, c'est les surprises aussi de l'ALIA. On a souvent des stéréotypes, on se dit, on va venir ici, on gagnera moins d'argent, on aura une moins bonne carrière, mais parfois, en fait, c'est totalement faux. Oui, tout à fait. Parce qu'en même il faut se battre. C'est ça. Il faut peut-être se battre. Partout, il faut se battre. Ouais, mais ici, c'est pas juste avoir son job. Un peu différemment. Aussi, c'est une chose que je dis, ce n'est que le démarrage. Bon, il faut avoir le job, mais après, il faut garder son job et évoluer dans la boîte. Et c'est compliqué. Il faut être politique? Il faut avoir quoi comme qualité? Il faut savoir montrer les dents. De temps en temps, je raconte un peu souvent une anecdote chez Nice, justement, qui est très politique, qui est très gros, qui est international. On se bagarre un peu entre les régions. Et il y avait une personne, c'était une femme d'ailleurs, c'était vraiment paradoxal, où je sentais que j'avais besoin de travailler avec elle, mais il n'y avait pas le respect. Je sentais qu'elle me... L'os au fer est tout en hébreu, elle ne me compte pas, quoi, vraiment. Elle ne te calcule pas. Elle ne me calcule pas. Et ça devenait vraiment compliqué, quoi. Ouais. Et j'avais un poste, elle devait le faire, mais il s'en fout. En Israël, c'est pas la hiérarchie, c'est de personne à personne. Il faut aussi gagner le respect et la confiance. Et une fois, j'ai sorti les dents, quoi. Et on a le ton est monté, et c'est tellement pas nous, les Français, on a du mal à avoir une discussion un peu corsée, énergique comme ça. Ça m'est arrivé 2 fois d'ailleurs, 2 fois avec des femmes, dans 2 boîtes différentes. Et c'est quand j'ai eu le courage où je me suis dit, bon, maintenant il faut que j'y aille, ou simplement j'ai perdu un peu le contrôle et j'y suis allée. Ouais. Alors là, c'est devenu presque la meilleure amie, quoi. Elle m'a respectée, ça a complètement fait basculer la relation. Ouais, c'est intéressant parce qu'on ne parle pas souvent de ces rapports de force dans les équipes. Ma mère me dit une fois au téléphone, elle m'a entendu parler, elle était là avec nous, me dit, dis donc, je savais pas que tu savais crier. Donc, j'ai horreur de ça, mais parfois on n'a pas le choix, il faut le faire, il faut y aller. Bon, alors, cette partie de ta vie où tu étais à des postes à responsabilité, tu étais corporate, on va dire, et ça a duré pendant assez longtemps, tu étais salarié, tu as dit stop, et tu t'es installé à ton compte, c'est donc la boîte que tu diriges aujourd'hui. C'était facile ce passage, c'était une évidence? C'était facile au début parce que en fait j'ai eu l'opportunité de rejoindre quelqu'un qui avait déjà sa structure indépendante. D'accord, donc c'était
une entrée un peu en matière assez facile. Et en fait, là aussi, mauvaise pioche, c'était pas la bonne personne. En fait, c'est la fausse bonne idée. Ouais, ça arrive. Donc, voilà. Donc, ça s'est pas tellement bien passé. Je dis, il faut bien choisir le partenaire. Il faut pas que ce soit juste pour faire un espèce d'atterrissage en douceur. Il faut que ce soit vraiment il faut avoir la même conception de la vie pour que ça marche. Oui, ben voilà, c'est presque un... C'est presque un mariage. Plus que mariés, on se voyait tout le temps. Ouais. Et ça ne s'est pas bien passé. Donc, j'ai décidé de continuer toute seule. Donc, j'ai pris confiance, en fait. Donc, il y avait quand même une bonne chose de cette personne-là. C'est que ça m'a permis de me dire, je peux le faire aussi toute seule. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu fais au quotidien aujourd'hui quand tu conseilles les startups? Tu fais quoi? Alors, justement, donc le focus, c'était de se dire... Encore une fois, moi, je suis un peu obsédée par... Je veux avoir un impact, quoi. Quand je fais quelque chose, si c'est pour travailler avec les Olim sur leur recherche d'emploi, ou je veux un impact pour presque un peu changer la vie des gens, quoi. C'est-à-dire quand une start-up, changer la vie de la start-up, c'est qu'elle réussisse, disons, à lever des fonds, par exemple. Mm-hmm. Ça peut faire la différence entre... c'était une très bonne idée, elle est restée dans un placard, personne n'a suivi et le type il retourne chercher un job. Pas rencontré peut-être. Et il y en a quand même 95% qui ça arrive, et même plus. Ou celui qui vraiment a réussi à convaincre des investisseurs, des partenaires, des co-founders, et il est dans sa lancée. Et donc là, je me suis dit, là, j'ai vraiment un rôle à jouer dans tout ce qu'on parle du storytelling, en fait, d'aider les gens à savoir de façon très concrète, consciente, short, concise, de façon très concise, c'est quoi votre valeur? Pourquoi vous êtes là? Et why should we care? Okay? Pourquoi c'est important ce que vous faites? Voilà. Et souvent, ils ont du mal. Ils vont parler de leur technologie, ils vont dire à quel point le produit est extraordinaire, ils sont un peu amoureux de leur produit en réalité. Mais ça convainc pas. Il faut qu'il y ait un besoin, il faut qu'il y ait un marché, et ça, ils savent moins faire. Mmh. Et là, j'ai dit, moi, j'ai vraiment ce savoir-faire-là, c'est ce que je fais depuis 20 ans, donc je vais apporter ça, en fait. Donc, j'accompagne les startups dans leur création de leur image, de leur histoire, de leur brand, donc je crée des marques, pour qu'ils puissent lever des fonds, trouver leurs premiers clients. Tu les aides aussi dans la levée de fonds. La levée de fonds. Ça t'est arrivé? Oui, j'ai eu la chance d'accompagner une start-up au tout début, et on a quand même levé 12 millions d'euros. C'est pas mal. En première levée de fonds, et ils sont en train de lever la suite. Donc oui, il y a la satisfaction aussi de voir le résultat. Et puis quand on est indépendant, finalement, c'est mon travail. Quand on est en corporate, il y a une équipe, il y a une espèce de grand... Dilution on sait pas dilution des lauriers, on va dire. Voilà. Donc là, moi, j'aime bien ça, où c'est moi qui... Tu gères les choses de A à Z. C'est moi qui le fais, je prends les choses en main et j'aime bien ça. Alors, tu dis évidemment dans ce récit, quand tu parles de ta carrière, que tu voulais laisser ou que tu aimes avoir un impact sur les choses. Alors, pour quelqu'un qui a fait son ALIA, ce qui est bien avec toi, c'est que on va dire que tu es une Nola Vatica, une ancienne immigrante maintenant, et que là aussi, tu veux impacter ceux qui arrivent et les aider à ne pas galérer. Oui. Oui, parce que moi j'ai galéré. Mais bon, parfois quand on galère aussi, on apprend plein de choses. Mais quand même, je me dis si on peut éviter... Pas trop longtemps quand même la galère, Tania. On peut... je veux pas que les gens se découragent et repartent. Voilà. Pour moi, c'est vraiment de se dire, ok, les gens ont fait l'effort, ils sont là, ils veulent contribuer au pays. Il faut un petit peu aider, on peut le faire. Si je peux le faire, je veux le faire. Alors, comment tu le fais? Voilà, donc en fait, on a démarré il y a pas mal d'années maintenant, 14 ans. C'est Michael Ben Sadoun, donc, qui a commencé un projet qui était vraiment la reconnaissance des diplômes des grandes écoles en Israël. C'était vraiment un petit projet dans le cadre de Rachi, la fondation Rachi. Et puis ça a évolué, on forme les Olim dans la carrière et on prend vraiment les gens qui ont un diplôme, qui normalement, on se dit c'est un peu l'ALIA de luxe, il a un diplôme, il a travaillé, il va trouver un job. Ouais. Et en réalité, c'est les gens qui ont du mal à se positionner, à trouver un job. Et comme ça, de fil en aiguille, on a créé Gvaim, qui aujourd'hui est une association qui est très connue et où beaucoup de gens passent. Et tu continues de les aider. Et donc, oui, je suis donc dans le conseil de direction de Gvaim et je les accompagne. Donc, j'accompagne
en tant que mentor de Olim dans leur carrière. Ça veut dire que tu es là pour les conseiller, pour les diriger vers telle ou telle entreprise quand ils ont le choix entre 2 offres d'emploi. Donc l'idée du mentoring, c'est vraiment d'ouvrir des portes d'abord, de faire profiter moi j'ai un énorme, donc justement comme je suis arrivée là, je connaissais personne, c'est un des efforts que j'ai fait toutes ces années, c'est de développer un très très gros network de gens dans la tech. Et donc, j'ouvre autant de portes que je peux. Et on fait passer le CV un peu au-dessus de la pile. Et ça aide énormément. Bien sûr. Et puis, la préparation à l'entretien aussi, parce que faire un entretien en Israël, c'est pas la même chose qu'en France ou ailleurs, ou aux US. Donc aussi l'aide à l'entretien. Et puis, travailler avec les entrepreneurs aussi, au LIM. Donc, c'est aussi Gvaïm, mais une autre... Alors ça, c'est, on va dire, la phase, le côté pile de Tania, on peut dire, ou même peut-être le côté face, je ne sais pas. Mais alors, on sent que tu es quand même tu as été très parisienne, très française. Est-ce que tu es restée comme ça, ou est-ce que tu es finalement devenue israélienne? Et si oui, qu'est-ce qui t'a aidé à t'intégrer? Parce que le travail, on comprend que c'est un fort, on va dire, moyen de s'intégrer, un très bon moyen de s'intégrer, mais quand même pour connaître un pays, sa culture, les gens, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé? Oui, alors moi je reste très française, même si je mélange ma langue un peu dépérie sur ces années, mais au niveau de ce que je recherche et de la culture, c'est très important pour moi, mais bon, les Israéliens ne manquent pas de culture. Et en fait, la façon pour moi de m'intégrer, ça a été à travers la musique, le chant, parce qu'en France, je chantais. Et en arrivant ici, j'ai dit, ça c'est vraiment important pour moi, je veux m'intégrer dans un groupe, je continue à chanter, même si c'est pas un groupe, même de prendre des cours comme je faisais en France. Et en fait, j'ai pas réalisé que les chorales et les groupes de chant, c'est un truc national, quoi. Tout le monde chante en Israël. Ça aussi, c'était une surprise. Oui, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Je savais pas. Et j'ai dit, ça tombe bien, parce que moi, j'aime bien. Alors, il y a la danse, j'aime bien Rikudéam, mais moi, je ne pratique pas. Mais je me dis, pour les gens qui arrivent ici, ou les Rikudéam, donc les danses folkloriques, c'était très israélien, ça nous rappelle un peu et la chanson, à travers donc les chants israéliens, j'ai découvert la culture israélienne, les chants de toutes circonstances en fait, et puis aussi les chanteurs très connus en Israël, les Arik Einstein. Tout Alors après, tu faisais comme certains qui rentraient à la maison, écouter les disques et se remémorer les paroles ou essayer de comprendre les paroles. Tu faisais ça t'a aidé aussi pour l'hébreu? Ah bah oui. Au début, j'écrivais en phonétique parce que j'apprenais par cœur bêtement comme un perroquet. Vraiment, pour moi, c'était comme des notes, quoi. Les mots, c'était des notes. Mais les gens dans la chorale, c'était vraiment important pour eux de m'expliquer. Mais non, il faut qu'on t'explique. Et en fait, comme ça, oui, ça m'a. Alors, les chants, pas bêtement. Un moyen de s'intégrer aussi, de comprendre la culture du pays et les gens. Et les gens. Ça a été presque une famille. J'ai des amis aujourd'hui encore de la chorale. De la chorale, la première où j'étais au début. Et aujourd'hui, donc dans tous les groupes où je chante dans 4 groupes aujourd'hui. Dans 4 groupes. C'est vraiment des amis, quoi. C'est dur de se faire des amis. Ça, c'est un autre élément. J'ai trouvé très difficile. Ils sont très accueillants, sympas. Mais quand même, quand on arrive à un âge avancé, c'est difficile de se faire des amis. Des vrais amis israéliens. Sur qui on peut compter, partager Moi, j'ai une très bonne amie, par exemple, Valérie. En fait, on s'est connus au travail, mais on est françaises toutes les deux. Et il y a tout de suite quelque chose de plus qui s'est passé entre nous, que j'ai pas forcément aussi facilement avec les Israéliennes ou les Israéliens. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi d'autres moyens, à part le travail, de s'intégrer. Voilà. Absolument. Il faut cultiver ses hobbies. Oui. Ça aide. Et en plus, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, je trouve que c'est un pays très créatif, en fait. Il y a beaucoup d'opportunités pour développer la partie créative. Si c'est le théâtre, j'entends plein de gens, je fais du théâtre, du dessin, les gens qui aiment le tourisme, enfin, je sais pas, il y a plein de choses. Celui qui vraiment reste enfermé chez lui et reste entre Français,
Il rate des choses. Il rate beaucoup. Il rate beaucoup. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'était un joli parcours, vraiment bravo pour cette Alia, pour tout ce que tu nous as raconté, pour peut-être l'espoir, le courage que tu as diffusé, voilà, parce que oui, c'est possible et arriver à un haut niveau de responsabilité aussi. Donc, Et partager. Surtout pour moi, c'est important. Voilà. C'est un message. Voilà. Alors, c'est partager. Juste avant de terminer, je voudrais quand même dire un petit mot parce qu'on n'a pas parlé de la famille. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, tes enfants sont complètement israéliens. Oui, franco-israéliens. Ils parlent français. Ils parlent parfaitement le français. D'abord, ils voyagent beaucoup. Toute ma famille est en France. Donc, ils continuent de garder le lien. Ils continuent à aller en France. Ma fille qui est née ici, la dernière, elle parle français parfaitement. Elle lit des livres. Incroyable. On s'écrit des messages en français. Avec mon fils aussi. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment important de garder la langue. Ils ont fait l'armée, j'imagine. J'ai 2 soldats, mon grand et ma petite. C'est émouvant, ça, en tant que maman, après tout ce passage, tout ce... Énormément. De les voir en uniforme, c'est quelque chose d'incroyable. On se remémore tout ce qu'on a passé. Moi, ça a été presque un des éléments qui m'a freinée à la dernière minute. On était, je crois, à 1 mois du départ. Et là, j'ai dit, mon fils avait 3 ans, je ne pourrais jamais envoyer Samuel à l'armée. Ça a été la panique. J'ai eu quelques jours, et puis après, on s'est dit, d'ici là, on croit toujours, d'ici là, dans 15 ans, sûrement. Apparemment, il s'est bien trouvé à l'armée, parce que je crois qu'il a signé. Il a signé pour 3 ans, donc il est encore à l'armée à 26 ans, donc il a encore 2 ans. Il est officier dans l'intelligence Hashmoné Matayim. Ouais. Donc, ça va. Oui, c'est bien. Il contribue lui aussi, pays, voilà. Il impacte lui aussi le pays, comme tous tes enfants d'ailleurs, qui sont tous très bien intégrés. En tout cas, bravo. Merci d'être venu et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.